Je commence à devenir bon client chez Lamborghini. J'ai une Lambo, 2 Lambo, 7 Lambo. Et du coup, je rencontre Bernard, qui est la personne qui s'occupe de Bugatti et de Rimac en Belgique et au Luxembourg. Et il me parle d'une marque qui pour lui va révolutionner l'industrie des hypercars. Et il me dit, voilà, je pense vraiment, vu ta jeunesse d'esprit, enfin ton jeune âge tout court, que tu peux être quelqu'un qui adhère à l'idée. Parce que Rimac, c'est électrique. Donc il faut adhérer, quoi. Et donc je pars avec un autre client à Zagreb. Dans l'après-midi, on a testé la voiture. Ouais, donc du coup, ce que je disais, c'est l'inflation positive sur les taux d'intérêt depuis 2008, c'est lié à l'hippocampe. En fait, on aurait plus dû comprendre si on avait analysé l'hippocampe. Il y a des millénaires, ils nous expliquaient en fait le système inflationniste sur les intérêts bancaires. C'est quelque chose que l'hippocampe avait déjà compris en moins 3000 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, vous savez que toute l'histoire de Jésus-Christ, c'est vraiment une invention purement humaine. Et j'ai des preuves de ça, des preuves. T'as des preuves ? Ouais, des preuves. D'ailleurs, l'hippocampe était au courant quand on allait inventer Jésus-Christ. Ouais. Ok, Angel, vas-y, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait en fait en sortant de l'école, là, directement ? Écoute, en sortant de l'école, j'ai cru bien faire à entamer des études que j'ai juste entamées. D'ailleurs, j'ai jamais été plus loin. C'était une école de commerce à Bruxelles. Et ce qui était assez drôle avec cette anecdote, c'est que, enfin, anecdote, c'est pas si anecdotique, mais je travaillais en même temps en tant qu'ouvrier le week-end et de temps en temps même la semaine. Et je me rappelle, ça c'est vraiment un truc que je me rappelle parce que j'élimine très vite les souvenirs, tu vois, mais ça je me rappelle que je travaillais dans un bâtiment où il y avait des mecs en costard et qui avaient fait plus ou moins les mêmes études que j'avais fait, tu vois. Il y a un jour où je suis passé au milieu, genre pendant les heures ouvrables, donc les gens travaillaient, et je me suis dit non mais je vais pas faire 5 ans pour finir dans un bureau comme ça, tu vois, genre c'est mort. La seule chose que j'ai à raconter de ma vie, c'est comment était le café à la machine à café, et puis, enfin, laisse tomber. Donc pas du tout pour moi. Mais donc ouais, ça, là je me suis pris une claque en me disant que je préférais même ce que je faisais en tant qu'ouvrier que vraiment le taf dans un bureau où tous les jours je fais le même bureau et j'espère après 5 ans de dur labeur pouvoir être promu et puis finir ma carrière après 40 ans dans un bureau. C'était pas pour moi, quoi. Et donc t'as fait ça et puis après direct après. Bah, donc du coup j'ai très vite arrêté les études. Pour être un peu plus indépendant financièrement aussi. Et j'ai été travailler en tant qu'ouvrier dans le bâtiment, ouais. Chauffagiste, chauffage-ventilation. HVAC, je pense que ça s'appelle. J'ai fait ça pendant 1 an, du côté de Bruxelles. Ouais, Bruxelles, la Flandre, on avait des chantiers un peu partout. Et alors ça, c'est assez marrant parce que j'ai fait un chantier ici qui était non loin, on passait devant Ferrari, Francorchamps, Luxembourg. Ouais, et je me rappelle m'être arrêté devant la vitrine de Ferrari à regarder toutes les caisses et tout. C'était un basic fit en vrai. On faisait un basic fit, on faisait les clims et le chauffage du basic fit. Et le chantier était pas loin. D'ailleurs, il faudrait le revoir parce que je dormais route d'Arlon. Et route d'Arlon, c'est aussi c'est Strassenbertrange, donc c'est pas loin de là où on est. Et donc maintenant, on se retrouve au Luxembourg dans une toute autre configuration que ce que c'était il y a 10 ans ou 11 ans de ça, quoi. Excellent. Du coup, tu as travaillé d'abord, on va dire, d'un côté de l'immobilier, le côté, on va dire, pratique. Tu étais en train de construire. Ouais, mais j'avais déjà des bases dans l'immobilier, dans le travail manuel depuis bien plus longtemps avec mon père. Ah ouais. Donc ça, c'était quelque chose que je connaissais, parce que je n'étais pas du tout formé à ça. Je me suis formé sur le tas. Et ouais, ça a duré, je pense, 9 mois, 1 an peut-être de travail. Puis, parce qu'il y a un certain moment où tu commences bah, déjà c'est passionnant parce que c'est chouette, tu bouges, voilà, tu gagnes tes, enfin j'avais déjà fait un peu de business avant, mais tu commences à gagner tes premiers salaires, tu vois. Et puis très vite tu deviens dépendant de ça, tu vois. Parce que bon, c'est pas avec des salaires comme ça que tu peux vivre aisément. Donc à la fin du mois t'as dépensé, tu recommences à travailler, enfin bref. Ça s'arrête pas. Et puis quand la routine s'est installée, parce que la routine pour moi ça s'installe ultra vite. Ah, salut toi. Ça va être compliqué ça. Et donc tu parlais les premiers salaires. Ouais, donc je parlais des premiers salaires. Ouais, tu deviens dépendant. Donc, ouais, non. Avant ça, donc je suis ouvrier dans le bâtiment, je fais chauffage-ventilation pendant quelques mois. Et puis à un moment donné, j'ai décidé la vie m'a mené sur un autre projet. Et donc j'ai donné ma démission.
Et là, je suis passé. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que juste avant de donner mon émission, j'ai vite été à la banque, tu vois, avec les 3 dernières fiches de paie pour choper de la dette, comme j'avais déjà compris comment ça fonctionnait la dette et que c'était important que je prenne ce que je pouvais prendre de la banque et que ça allait me servir par la suite. Du coup, j'avais une voiture qui était payée comptant, tu vois. Et juste avant d'arrêter, enfin, ou même au moment d'arrêter, ou le mois où j'ai arrêté, je sais plus exactement. Mais du coup, j'avais encore les fiches de paie qui étaient bonnes. J'ai été racheter la même voiture en un peu mieux avec de la dette, tu vois. Et du coup, après, j'ai revendu la première voiture que j'avais, sur laquelle il n'y avait pas de dette, parce que t'as toujours besoin, ou généralement, à part si tu fais un crédit à tempérament, d'avoir une raison au crédit. Donc la raison, c'est un crédit voiture, les taux sont plus intéressants qu'un crédit à tempérament, sur la base où tu as besoin de rien justifier, tu vois. Donc là, moi, c'était pour l'achat d'une voiture, et j'ai pris, je sais plus, c'était 10 000 ou 15 000 euros. Et puis voilà, j'avais déjà arrêté de travailler, tu vois, mais j'avais 15 000 du coup de plus et de réserve, parce que quand je suis reparti, mon autre travail, il payait 450 euros par mois. 450 euros par mois, c'est vraiment rien du tout, ça. Ouais, mais c'était donc en gros c'est stagiaire première année dans l'immobilier. Tu payais genre 400, 450, puis c'était 700, 750 et 900. Mais j'avais dealé, ou du moins on m'avait proposé, je pense même pas que j'avais eu l'audace de dealer, des commissions, tu vois. C'était genre, tu avais 300, 500 euros par bien vendu. Et comme j'étais indépendant de l'autre côté, j'ai pu me mettre indépendant complémentaire et facturer par rapport à ça des prestats et gonfler un petit peu le chiffre que je me faisais tous les mois, quoi. Donc on va dire que tes premiers mouvements un petit peu entrepreneuriaux, si je peux dire ça comme ça, c'était stagiaire immobilier, quoi. Non, je pense vraiment que le mouvement qui a initié tout ça, c'est quand j'étais en humanité. Pas possible de faire de l'argent en travaillant, tu sais, les week-ends, etc., en job étudiant, parce que je travaillais avec mon père. Et évidemment, je n'étais pas rémunéré pour le travail que je faisais avec mon père, donc je prenais aucun revenu de ça. Du coup, j'ai dû trouver un moyen pour faire de l'argent autrement, et c'est venu assez naturellement. En gros, j'importais des trucs sur des sites comme eBay ou AliExpress, ce genre de trucs. C'était même pas ça, c'était genre peut-être même avant, non, AliExpress était peut-être déjà là, mais il y avait d'autres choses. Ah, c'était e-offert, tu vois. Voilà. Ah oui. Et je chopais des trucs là, je revendais à des gens qui eux-mêmes revendaient dans d'autres écoles. Et donc ça, c'était les premiers moves finalement entrepreneuriaux où j'ai compris l'achat-vente, tu vois. Et le grossiste, du coup, parce que je vendais à des gens qui revendaient, comme ça, j'avais pas le problème avec les clients. Moi, je leur vendais, un peu de 10 unités, et ils écoulaient les trucs. Ah ouais, donc t'étais déjà, enfin, ouais, parce que moi, par exemple, je vois très bien, j'ai déjà vendu un casque à un pote que j'achetais, machin, la truc, et je le revendais directement. Mais donc toi, en fait, t'étais carrément grossiste. C'est vrai, ouais. Mais ouais, c'est vrai, mais ça s'est fait tout seul, tu vois. C'est pas un truc de. Enfin, faut pas être génie pour comprendre. Quand t'as un mec qui sait qui a un autre client, bah, tu lui dis voilà, je te fais des meilleurs prix, toi tu commences à vendre. Et puis moi, je sais pas, c'est ça m'embêtait d'avoir des clients finaux, tu vois. C'est plus simple quand tu travailles comme ça. Effectivement. Et puis ça te permet de plus vite scaler. Même si tu comprends pas les notions, en fait, tu vois, tu mets des noms sur des notions que tu comprends plus tard. Tu vois, ça se fait par nature. Et tout, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire par nature. Et donc, c'est aussi ça, être autodidacte, c'est d'apprendre sur le tas et pas toujours avoir des idées, à comprendre qu'est-ce que c'est un système de grossiste. Tu peux le comprendre par nature, par expérience, tu vois. Okay. Du coup, par expérience de ces expériences-là. Voilà. Ok. Mais donc, du coup, t'es stagiaire immobilier, t'as quel âge ? 18 ou 19. Donc t'es déjà assez jeune. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là je fais mes premières ventes, les premiers mois, je fais mes premières ventes et je commence à bien gagner ma vie. Donc je gagne plus que finalement mon contrat précédent. Et puis très vite, je me suis pris la tête, tu vois. Genre, ça y est, j'ai vendu plus que des mecs qui sont là depuis 10 ans dans la boîte. Tu commences à, tu vois, à t'y croire un petit peu. Puis la réalité fait face, puisque t'as des vents positifs et négatifs. Et puis à un moment donné, tu te ramasses le contre-courant, tu vends plus rien. Et tu te rends compte que il fallait rester humble et ça peut te desservir de temps en temps de croire que la réussite est définitive, tu vois. Donc ouais, bref. J'ai eu des moments faciles, des moments plus difficiles. J'ai fait ça pendant, je pense, 6 mois, 9 mois. Et finalement, j'ai racheté la boîte pour laquelle je travaillais. Et donc avec les salaires que tu avais, tu as réussi à avoir suffisamment de fonds pour racheter cette boîte. Tu as fait ça cash ou Non, pas que, parce qu'il ne faut pas oublier du coup l'histoire d'avant.
C'est-à-dire la voiture, les 15 000 de dette et tout le bordel. Et donc, j'ai su faire une enveloppe, j'ai pris un petit peu aussi à droite à gauche et j'ai réussi à acheter une boîte qui était un nid, je sais pas comment, un nid à dette, si je puis dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bordel incroyable. Cette boîte, c'était vraiment un bordel incroyable. Donc, j'ai été un petit peu sous l'emprise de quelqu'un qui me racontait des histoires et tout, tu vois. Genre, des tableaux récapitulatifs. Moi, j'ai signé sans comprendre, sans vraiment analyser. J'avais 19 ans aussi, mais c'est bien, ça m'a servi de ouf, tu vois, après. Mais donc j'ai racheté cette boîte et très vite, genre je sais pas, même pas le mois a été écoulé que j'ai une déclaration de TVA, 25 000 euros à payer. Et le mec il me dit ouais mais c'est normal, c'est la TVA, ça se paye tous les trimestres. Ouais mais tu vois, en fait plus tard tu comprends que normalement elle doit être provisionnée, tu vois, elle est où les comptes ils sont à zéro, tu vois. Donc j'ai eu des histoires comme ça pendant presque tout le temps où je suis resté dans cette boîte. Donc ça c'était compliqué, il y avait 10 employés. Puis 10 employés, 19 ans, quand t'as des gens qui ont 50 ans, qui travaillent pour toi et qui en plus c'était tes collègues, tu vois. Et ils travaillent depuis des années dans la boîte, ils sont tes collègues, et puis toi t'arrives, et finalement t'es leur patron. Donc le move il est compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Pour moi il était très simple, pour les autres un peu plus compliqué. Puis il y a des complications aussi parce que en gros il faut être IPI, donc j'ai dû prendre des gérants pour pouvoir avoir justement les accords IP pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier. Et pour l'ensemble de ma structure, donc j'avais un gérant, on était co-gérant, tu vois. Moi j'étais gérant son IP, il y avait un autre gérant qui donnait son IP pour l'ensemble de la structure. Donc on avait l'entité était divisée par 2 pôles, un pôle qui s'occupait de la vente classique et un autre pôle qui s'occupait de ce qu'on appelle la loi Brenne. Donc c'est toutes les ventes sur plan, tu vois, sur lesquelles on avait des projets à Woluwe, Saint-Lambert et Anderlecht. Ouais. Donc ouais, principalement sur Bruxelles quoi. Ouais, mais que sur Bruxelles. Sur Okay. Bruxelles. Quasiment rien ailleurs, quoi. Je pense que ce qui est retiré de cette histoire, c'est l'ensemble des échecs, des difficultés qui ont fait face. Finalement, j'ai compris j'ai eu des bonnes leçons, tu vois. Ça fait un peu phrase hyper cliché de te dire, ouais, mais c'est les échecs qui t'instruisent, mais c'est vrai. C'est vraiment l'échec qui te fait comprendre, en fait, là où tu dois performer, comment tu dois le faire, à quoi tu dois faire attention. Et sans ça, tu apprends moins vite. Tu t'as beau raconter tout ce que tu veux, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, quand tu te prends le mur en pleine face, c'est là que tu comprends que ça fait mal, tu vois. Et qu'il fallait peut-être tourner avant, ou il fallait peut-être anticiper. Donc ça, c'était, je pense que c'est ce que je dois retenir de cette histoire. C'était les premiers chiffres d'affaires, c'était les premières compréhensions des bilans, c'était les premières, comprendre l'impact que ça a d'avoir un bon bilan pour lever de la dette, pour avoir de l'argent, pour pouvoir le réinvestir dans d'autres choses. Enfin, d'abord, avant de réinvestir, j'ai levé de la dette juste pour le fun. Pour acheter des premières voitures, un truc. Je me suis acheté une BMW série 2, puis je me suis acheté une Jaguar F-Type. Donc voilà, on a flambé un peu au début, tu vois. On était un peu insupportable, tu vois, le personnage pas cool. Et de cette aventure Century, c'est quoi vraiment le plus gros problème que tu as dû régler? Le plus gros problème que j'ai dû régler, je pense déjà l'humain, quand j'ai dû licencier beaucoup de gens, parce que je me suis retrouvé dans une boîte qui était pas bonne et pendant 1 an j'ai essayé de tout optimiser. Il y avait des contrats de merde avec Proximus, avec ci, avec là, avec Sipwell, avec les tapis, avec, enfin, je vais pas citer les boîtes, mais avec une tonne de boîtes. Et donc j'ai dû creuser pour diminuer les frais mensuels. Et puis quand j'ai tout nettoyé, je me suis rendu compte que c'était toujours de la merde. Et du coup, j'ai dû nettoyer pour la mettre à nu, tu vois, et repartir sur de bonnes bases. Et donc, les employés étaient pas bons parce qu'ils étaient dans une structure qui tournait pas bien depuis le début. Et donc, je dis pas qu'humainement ils étaient pas bons. Voilà, la boîte était mal gérée dans son ensemble. Donc, on a dû faire un nettoyage total. Et puis, quand le nettoyage a été fait, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de continuer, même nettoyage fait, tu vois. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais partir d'une page blanche. Et là, avant de recommencer, avant de repartir sur une nouvelle entreprise immobilière, j'ai eu l'idée de louer ma voiture, tu vois. Et puis, ça s'est enchaîné. J'ai eu une première voiture, après j'ai loué une seconde voiture. C'est assez marrant parce qu'il y a une histoire là-dessus. C'est genre, j'ai un mec qui me téléphone parce que j'ai un de mes copains qui a parlé à son papa que je me lançais là-dedans et il parlait entre chirurgiens de voitures et qui connaissait un mec qui louait des voitures, etc. Et donc il me téléphone et je te citerai son nom après, tu comprendras, mais peut-être que je te l'ai déjà expliqué l'histoire. Et il me demande de louer une voiture pour circuit, tu vois, mais du bas c'est pas du tout ce que je veux faire, moi louer des voitures pour circuit.
Mais je sais pas, le move passe bien et je me dis ok, on va tester. Il me demande ouais mais quel prix, quel ci, quel là. Je dis ouais, j'ai aucune idée, je sais pas quelles sont les dépenses liées à faire rouler une voiture sur circuit, tu vois. Est-ce qu'on la plante, je suis pas assuré, tu vois. Le risque de pas être assuré, le risque de pas d'être complètement à perte finalement, parce que tu peux te retrouver à moins 4000 parce que t'as flingué tes 4 nœuds, t'as flingué tes 4 disques et tes plaquettes. Ça peut même chiffrer beaucoup plus vite que ça. Mais je le fais quand même parce que le mec il est dans le move justement à se dire ok on verra après, tu vois. Donc il est un peu dans le même move que moi. Et donc vite fait avant d'aller sur ce circuit, je mets des stickers GNC je mets des stickers du logo de mon ancienne entreprise sur la voiture, puis je vais directement en direction du circuit et puis on a super bien sympathisé. Et il m'explique, bref, la journée se passe bien, c'est la première fois que je roule sur circuit. Bon, j'ai fini la journée en faisant un 360 sur le circuit parce que je me sentais trop chaud, mais j'ai bien progressé, en tout cas c'est la fois où j'ai peut-être même le plus progressé. Et à la suite, le mec m'explique qu'en fait, il a une voiture, une A3, qu'il a mis une reprogrammation pour avoir, je sais plus moi, 80 chevaux de plus, un truc comme ça. Parce que s'il achetait celle qui avait 80 chevaux de plus, il y avait les ATN qui allaient le flinguer, machin, la déductibilité fiscale changeait, donc il a préféré faire une reprogrammation, tu vois, problématique. Là, il me donne tous ses problèmes, tu vois. Il me dit, du coup, ouais, j'ai plus de garantie, donc le turbo a pété, donc après, voilà, un truc. Puis je l'ai fait reprogrammer de nouveau, mais le turbo, il a repété, alors que je pensais que c'était pas ça. Du coup, il en a marre, tu vois. Et il m'explique, et puis on discute un petit peu, et finalement, ça a été le lancement du leasing part-time, tu vois, donc le dinosaure de l'abonnement. Et ce mec-là, en 2016, je lui ai acheté une RS3, et finalement, on faisait 6 mois par an une RS3, et lui, de toute façon, les 6 autres mois de l'année, il avait un petit coupé cabriolet. Et 6 mois par an d'RS3, ça lui coûtait 12 mois par an d'A3 2 litres. C'était ouf, parce que quand il a tout analysé, c'était le mec qui analysait dans tous les sens, etc. Et donc 6 mois par an de location, ça lui coûtait donc son Audi A3 qui était 2 litres classique, etc., etc. Et tout était compris, il avait plus rien à s'en occuper. Et là, je me suis dit putain, il y a vraiment un move à faire en fait, parce que la fiscalité est compliquée, la déductibilité est compliquée, les ATN, enfin tu vois, il y a une tonne de choses. Et en plus, il y a l'accessibilité à l'offre. Et donc là, en 2016, on a acheté la première voiture. D'ailleurs, je savais même pas comment j'allais. Je savais pas trop comment j'allais la payer, c'était galère, où je vais la faire financer, comment l'immatriculer, l'assurer, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lancer des boîtes de location et qui se sont retrouvés dans ce moment-là. Alors, pas pour des leasing part-time, mais même pour des locations court terme. Et finalement, j'ai pris le pari de dire au client, écoute, si tu veux la voiture, c'est simple, tu vas payer 6 mois anticipativement. Et il m'a donné, je sais plus, c'était 15 ou 18 000 euros. Et du coup, ça m'a permis de payer le premier paiement de la voiture. J'ai levé de la dette de nouveau pour payer le reste. On a été chercher la première voiture ensemble. Il est très content et il est toujours client après 6 ans. Maintenant, je lui fais les meilleurs moves ever pour lui. Genre, il est royal, quoi, tu vois. Je vois très bien de qui on parle. Voilà. Là, c'est intéressant parce que du coup, c'est exactement le move que tu proposes de faire aujourd'hui. En fait, c'est ça que je veux dire encore tout à l'heure là, quand on parle de, mais là je te parle de toi à moi. Ouais. En fait, ça vient de là l'idée entre guillemets parce que tu l'as déjà fait en fait. Ouais, mais je l'ai fait en 2016 du coup, et j'ai compris le problème. On a posé une solution. Puis on a analysé, mais de l'autre côté, ce qui était générateur de cash, c'était la location court terme. C'était aussi générateur de problèmes. Et donc, tu vois, j'ai continué à développer ce process, essayer de proposer d'autres offres, de comprendre un petit peu. J'avais très vite compris que pour englober un marché de manière assez importante, il fallait beaucoup lever de dettes, et donc c'était une problématique, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, comme tu te mets en face d'un système de leasing, de renting, de LLD, ce genre de choses, les marges sont beaucoup plus faibles que de la location court terme. Donc c'était compliqué, mais j'ai ça dans la tête depuis 2016. Maintenant on est en 2023, l'abonnement il est lancé, on est en train de le digitaliser à 100%, etc., etc. Le parcours a été long, quoi, tu vois. Et quand donc tu parles, le parcours il a été long, donc quand est-ce que tu as décidé réellement? Là, tu m'as dit que tu avais d'abord une première bagnole, que tu as commencé à faire louer un petit peu à gauche, à droite et tout. À quel moment tu as switché? Tu t'es dit, bon, j'ai envie d'aller plus loin. Les choses se font naturellement parce que tu t'intéresses à un secteur, et du coup, il y a des choses qui vont arriver
moi, je me pose pas un milliard de questions, tu vois. Je me suis pas dit comment je vais faire pour acheter 50 voitures et choper l'Europe. Je pensais pas avoir une boîte qui fait la taille de Turismo. Enfin, tu vois, tu fais naturellement, t'essaies, tu creuses, tu cherches. Et puis, j'ai trouvé, voilà, des gens qui faisaient déjà ça, qui le faisaient pour moi pas bien et de manière très très vieille. Et puis quand t'analyses vite fait le marché sur internet, parce que j'analyse souvent les trucs sur Google, tu vois, je veux les gens qui font pas ça, je comprends pas. T'as un marché, tu regardes sur Google ce qu'il y a, point à la ligne, tu vois. Là tu te rends compte que tout c'est Mathusalem, les sites sont dégueulasses, et les boîtes quand tu creuses un peu, tu sais même pas s'ils ont les voitures, si la boîte elle est en faillite depuis 6 ans, tu vois. Et donc tu te dis ouais, il y a un truc à faire, vraiment il y a un truc à faire. Et puis j'ai eu les premières voitures qui étaient pas à moi et que j'ai proposé de louer. Et la première voiture que j'ai achetée spécifiquement pour ce business, c'était l'Audi RS3, l'Audi RS3 que tu as connu, qu'on a vendu il n'y a pas si longtemps, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc ça faisait partie de tes premières caisses. Non, c'est la première voiture immatriculée au Luxembourg, assurée pour la location de voiture, etc. C'est la toute première qui m'appartenait, je veux dire avec leasing, tout le bordel, mais la première, c'était elle. Attends, c'est fou. Ouais. Et le premier client, du coup, c'était lui. Tu sais que je savais pas du tout que cette bagnole, c'était la première. En fait, là, je t'avoue, je ressens un petit truc. Là, tu te dis merde, pourquoi on a vendu celle-là? Mais parce que même, en fait, pendant un moment, pendant une semaine ou deux, ça a été mon petit délit, genre, tu vois. Ouais. Du coup, ça a été le délit de quelques membres de l'équipe. C'est incroyable, mec. Bah, franchement, respect. Mais du coup, ouais, c'est con que ça ait fini comme ça, du coup, cette RS3. Parce que c'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, bon, il y a une tonne de problématiques. Mais de nouveau, c'est la même chose. Moi, je suis pas quelqu'un qui va être mal par rapport à problèmes qu'on a eu, l'argent qu'on a perdu. Je pense que, enfin, on n'en serait pas là si on n'avait pas eu toutes ces galères, tu vois. Si on a un système qui est rodé, qu'on sait qu'il faut vraiment rester dans les lignes, faire les trucs correctement, penser au coup d'après, etc. C'est justement de par toutes ces expériences, tu vois. On a eu les RS3, pour pas la citer, elle a fini bloc moteur cassé en Espagne, rapatriement, tout le bordel. On l'avait entretenu pas chez le constructeur, du coup le constructeur il a essayé de pas intervenir, boum, tribunal, l'autre on avait pas reçu la facture correctement, du coup il voulait pas nous redonner la facture parce qu'il savait que le bloc moteur avait pété et que Audi pourrait se retourner contre lui, et finalement bon, la voiture elle est restée 1 an et demi à l'arrêt, ressources immobilisées, etc. C'est pour ça que tu l'as connue, c'est parce que cette voiture est restée longtemps à l'arrêt, et que quand on l'a chopée, on était déjà aux RS3 nouvelle génération quand on l'a récupérée. En plus elle était pas 6 km que ça. Non, du coup non. Ouais. Mais c'était une des meilleures RS3. Et je pense que là on a les toutes dernières. Donc il y a eu le facelift après avec le digital cockpit. Après il y a eu les nouvelles RS3 qu'on a maintenant. Il y a pas, enfin en termes de performance, il n'y a pas photo. Les nouvelles RS3 elles atomisent tout. Mais en termes de réel kiff, l'ancienne RS3 elle est trop folle. Tu vois. Mais genre même avant les facelifts, la première. Après tu vas me dire si tu changes la ligne d'échappement, etc. Ouais, ok, make sense. Mais full stock, première gène d'RS3 qu'on a eu, c'était les meilleurs. Et pourquoi le Luxembourg? De nouveau, ça s'est fait par nature. Parce que quand j'ai creusé, je suis tombé au Luxembourg. Mais t'as creusé quoi? Qu'est-ce qui a fait que t'es tombé comme ça au Luxembourg? C'est quoi l'entonnoir qui t'a amené vers le Luxembourg? Eh bien, tu vois, quand j'étais dans l'immobilier, j'avais des dossiers qu'on appelait off-market. C'était des gros dossiers, tu vois. J'avais des domaines avec des villas, des terrains bâtis à 12 millions, des hôtels tout près de la rue, des machins, des trucs comme ça. Bon, j'en ai jamais vendu. Si j'en avais vendu, peut-être que je serais resté dans le move du coup. Mais en tout cas, j'ai rencontré énormément de personnes. Et une de ces personnes finalement m'a donné un dossier où il y avait une 50aine de voitures, un truc genre un dossier à 30 millions d'euros de voitures, tu vois, un truc impensable. Et un mec qui voulait vendre toute sa collection, ou peut-être il voulait bien accepter d'en vendre quelques-unes par quelques-unes, enfin un truc un peu spécial. Je connais pas plus le dossier que ça remonte à longtemps et en plus de ça finalement je l'ai pas creusé. Et donc j'ai rencontré des personnes pour présenter ces dossiers, tu vois, ces personnes qui étaient actives dans la location. Et voilà, ça s'est fait. Puis finalement, moi, je leur ai dit non, mais attendez, les gars, je sais plus, ils faisaient 50 000 par an avec une flotte qui leur appartenait pas, qui appartenait à quelqu'un d'autre. Tu vois. Moi, je leur ai présenté mes chiffres et j'ai dit regardez, moi, je pense qu'on fait 250 000 par an. Non, mais c'est pas possible, mais tu connais rien, mais ça fait 4 ans qu'on est dedans. Non, mais je pense vraiment qu'on peut faire 250 000 par an. Et eux, ils avaient aucun engagement par rapport au chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Il y avait un mec qui mettait des voitures à disposition. Et ils faisaient leur business, tu vois, de leur côté. Et bon. Moi, j'étais persuadé qu'on pouvait faire beaucoup plus. Et j'étais tellement persuadé que j'étais prêt à prendre engagement sur l'entièreté des flottes et des chiffres que j'annonçais. Et c'est les engagements qui ont fait que finalement, j'ai pris ces voitures. J'ai fait ces 250 000 par an. J'ai même fait plus. Bon, attention, j'ai perdu plus aussi. Mais je les ai fait, quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pris... Parce que ces voitures étaient matriculées et assurées au Luxembourg. Et donc, c'était les premiers liens vers le Luxembourg.
Donc le Luxembourg m'a ouvert ses portes, tu vois ce que je veux dire? Il m'a ouvert ses portes et j'ai été intentionnellement dedans. Moi j'étais belge, j'avais des chiffres belges, donc j'ai essayé plusieurs fois d'immatriculer, d'assurer, de financer des voitures en Belgique, mais les portes étaient fermées de ouf. Assurance pas possible, non mais location on n'assure pas, pour la location on lise pas, tu vois, une vraie galère quoi. Une vraie galère. Mais donc en fait concrètement, je veux dire, toi, tu t'es retrouvé au Luxembourg via alors un propriétaire de véhicule. Il avait ses voitures là-bas. Ouais, tout à fait. Et donc, comment dire, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ils se retrouvent tous en Pologne et en Allemagne alors que toi, tu t'es retrouvé au Luxembourg? Je pense pas qu'il y en a des tonnes et des tonnes de mecs qui étaient prêts à donner des voitures en location. Donc ça c'est Pologne et l'Allemagne, c'est vraiment des entreprises qui sont là pour sous-louer leurs véhicules. Pour ce genre de business, c'est vraiment canvassé là-dedans. Moi, c'était un petit propriétaire qui avait sa voiture, qui avait ses voitures à lui, qui faisait aussi du leasing, des petites quantités de voitures. Mais donc voilà, c'est un coup de chance, je pense. C'est un coup de chance parce que j'ai eu les opportunités Allemagne et Pologne. Enfin, Pologne, c'est beaucoup plus tard parce que là, je te parle 2016. Hein, il n'y avait pas de plaque PL en Belgique ou en France en 2016. Et il n'y en aura plus en 2025. Il n'y en aura plus en 2025. Je pense pas. Non. Peut-être allemande, sûrement, mais PL, c'est un vrai bordel. Ça va pas durer, quoi. Non, ça détruit toute l'image de notre fameux code NAS 7711. Mais bon. Code NAS qui te pose des problèmes, visiblement. Ouais, code NAS qui pose des problèmes parce qu'on essaie de révolutionner un business qui est mal vu par tous les intermédiaires de la chaîne. Les constructeurs, les usines n'aiment pas la location. D'ailleurs, dès que l'offre est supérieure, la demande est supérieure à l'offre, ils vont premièrement supprimer les vendeurs, après supprimer les loueurs de voitures pour donner priorité aux clients définitifs. Les assurances, normalement, directement, on te ferme la porte au nez. Les financements, c'est pareil. Donc tout le monde a un petit peu compliqué à voir que c'est un vrai bon business derrière. À part nous. Ouais, pour le coup, ouais. Donc, tu te considères vraiment comme un pionnier de ce truc-là? Non, pionnier pas, parce qu'on est vraiment une goutte d'eau dans un océan par rapport à la valeur de flotte. Ok, on a pas mal de voitures, on a quelques supercars, ou même quelques dizaines, mais c'est rien, tu vois. Il faut relativiser. Regarde la grosseur, c'est un truc qui pèse 40 milliards juste en Europe, l'automobile de luxe. Bon, je pense qu'on n'est même pas à 0,1% de la valeur de flotte de l'Europe, donc pionnier non. Par contre, on est des précurseurs, ça, je pense que ouais, on peut le dire. On n'a pas de concurrents, tu vois, donc on n'a pas une grosse valeur de flotte. Mais par contre, on est les premiers à se lancer vers ce bout-là. Concrètement, à quel moment et pourquoi t'as pensé à l'abonnement? À quel moment? Mais il n'y a pas de concret. C'est une idée qui s'est formée sur, du coup, je dirais 3 ans, 4 ans, donc de 2016 à 2019. D'abord, j'ai fait le leasing part-time avec ce client et cet RS3. Ensuite, ça a évolué en disant, ouais, mais leasing part-time, en gros, c'était, tu prends un abonnement. Non, pardon. Là, c'est un lapsus révélateur. Donc, leasing part-time, c'était un leasing, sauf qu'au lieu d'avoir un leasing sur une période de 48 mois, où tous les mois tu as la voiture, tu l'as juste, par exemple, la voiture 6 mois par an sur 4 ans. Du coup, tu as 24 mois, mais lissé. Pourquoi? Parce qu'on se disait, tiens, cette voiture peut répondre à je prends l'exemple de ce client de nouveau, c'était un Quattro pour l'hiver efficace. Tu vois, il voulait un 5 places Quattro pour l'hiver. Il est dans un endroit où la neige est un peu plus prédominante que Bruxelles, donc efficace. En été, il avait une solution de mobilité avec un cabriolet. Donc, ça avait tout son sens que cette voiture soit pas au garage les 6 autres mois de l'année et qu'il les paye pas pour rien. Du coup, au lieu d'avoir son A3 au garage pendant 6 mois, il avait une RS3 qui était pas dans son garage, qui était dans le nôtre, mais il était en RS3 au lieu d'une A3. Donc, même coût, plus d'efficacité, plus de plaisir, etc., etc. Donc ça, c'était le début. Après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose, mais multicar, parce que peut-être qu'il y a d'autres mecs qui n'ont pas de cabriolet pour l'été, tu vois. Et donc, on fait une voiture pour l'hiver, Quattro, tu vois, un 4x4 Porsche Cayenne pour l'hiver et une 911 cabriolet pour l'été. Donc là, c'était leasing part-time et multicar. Part-time parce que c'était des groupements de temps avec des voitures différentes. Donc là, c'était un contrat. Imagine de nouveau 4 ans, 2 voitures, boum, 6 mois, 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 6 mois. Tu vois.
Et puis, ben, en fait, à chaque fois que tu avances, tu te dis, ben, on peut encore franchir d'autres limites. Pourquoi se contenter de 2 voitures, tu vois? Et donc, au fur et à mesure, on a fini par faire l'abonnement en 2019. Ouais. En 2019, donc, t'as inventé, entre guillemets, dans ta tête l'abonnement. Ouais. Mais alors, j'ai cru inventer plein de choses dans ma vie, que ce soit dans l'immobilier, dans les ci, dans les là, parce que je te parlais des recherches Google, tu vois, j'ai déjà passé des geeks de semaines entières sur des projets où je pense avoir révolutionné le monde. Et concrètement, c'était une vraie révolution. Sauf que je n'étais pas le premier à l'apporter, qu'elle existait déjà dans un autre pays ou autre. Donc là, j'ai fouillé un peu, et tu avais énormément de boîtes qui parlaient déjà de l'abonnement aux States. Dont Porsche, Mercedes, BMW, etc., mais qui étaient tout le temps des fast tests, tu vois. Donc il y avait un petit article à droite, un petit article à gauche, donc ça m'a aidé à comprendre. Mais regarde, c'était en 2019, j'aurais pu me dire, ah ouais, mais en fait, le marché va être saturé, les grands groupes ils sont déjà là, il n'y a pas de place pour nous. On est en 2023, ils sont toujours pas là. Tu vois, il y a 4 ans qui s'est écoulé, ils sont toujours pas là. Je trouve que c'est un truc de fou. Porsche Passport, en 2019, ça existait déjà, tu vois. Au States, ils en parlaient, l'abonnement, machin. Maintenant, ils sont en Suisse, en Europe. Ils sont en Suisse, mais c'est même pas eux qui gèrent leur propre abonnement, c'est une autre société d'abonnement. Donc, vraiment, et l'abonnement n'a pas avancé d'un poil. À la limite, il a même régressé dans l'innovation qu'il apportait. Donc, une révolution comme ça prend du temps. Surtout qu'il faut bien se rendre compte que c'est des entreprises qui font déjà des milliards, que ce soit la location, que ce soit les boîtes de leasing, ou que ce soit les constructeurs, font déjà des milliards. Et en plus, là, au jour d'aujourd'hui, ils ont encore moins à se réinventer parce que, bon, voilà, la demande a légèrement augmenté dans le domaine du luxe, quoi. T'as des chiffres? Des chiffres de l'augmentation? De l'augmentation dans le domaine du luxe? Genre, non, je n'ai pas de chiffres précis. Enfin, si, je peux te donner des chiffres. Hein. Bah, regarde, la première S3 qu'on a achetée, c'était 47 000 € hors TVA neuve. Ouais. Aujourd'hui, une RS3, ça tombe plutôt à 67 000 € hors TVA neuve. Donc, 20 000 €, première S3 2016, on est les chiffres que je te sors, c'était en 22. Je pense que c'est plus ou moins la même chose maintenant en 23. Et donc, quand même, le gap est monstrueux, tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Et mais du coup, donc 2019, t'as l'idée de l'abonnement, tu fais tout ça, tu te dis ok super, ça va être une dinguerie. Et puis Covid. Et puis Covid. Et puis Covid. C'est-à-dire que c'est très bien. Moi, j'avais mon business qui tournait avec la location court terme, mais moi, j'étais en train d'expérimenter toutes les problématiques du business, tu vois. Ah ouais. Enfin, je dis ça cool, tu vois, mais c'était pas cool du tout. Genre là, t'as fait ça combien de temps? Mais j'ai fait ça, mais j'ai jamais arrêté. Mais on m'a volé des voitures, une Maserati, une Porsche, après l'assurance qui se retourne contre moi, la banque qui me demande de payer, puis on m'en vole une autre. Et le problème s'accumule, et on arrive à des sommes de 200 000 € de dette, tu vois. Donc c'est vraiment colossal, en plus de tous les contrats de leasing qui sont en cours, et donc des dizaines de milliers d'euros par mois que tu dois assumer. Et puis tu as le Covid qui se pointe le bout de son nez, quand tu as le cumul qui est à son maximum, tu as tous les problèmes qui sont là, tu vois, et que tu as essayé de repousser. Enfin, de repousser, c'est pas ça que je veux dire, mais le problème, c'est pas le repousser. C'est la conclusion du problème que tu peux essayer de repousser. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait appris en me disant, le premier problème que j'ai eu, il m'a dit, écoute, sois cool, ça va pas exploser demain, pousse ça au maximum, et règle ça avec le temps, tu vois. Continue à faire de l'argent, arrête de trop te préoccuper de ça. Si tu penses que t'as plus facile à faire de l'argent pour régler ton problème, concentre-toi sur faire de l'argent, plutôt que de régler ton problème, et tu le régleras avec ton argent, tu vois. Donc, après, le Covid arrive, et là, boum, à l'arrêt, tu vois. À l'arrêt, mais j'ai déjà un sac à dos bien rempli derrière moi, et je me retrouve avec des coûts de 40 000 € par mois. En plein Covid, quoi. En plein Covid. Avec rien qui rentre. Rien qui rentre. Impossible d'arrêter les leasings. T'as les leasings, les assurances, c'est colossal. Du coup, le marché des voitures, là, à ce moment-là, il chute, par contre. Hein, parce que là, on connaît les prix hauts. Moi, j'ai vendu des 0,8 à 75 000 € hors TVA, à une GGT 70 000 €. J'ai vendu des voitures vraiment pas chères, quoi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, on va mettre à nu et on va voir combien de dettes il reste, tu vois. Et donc, je vends presque l'ensemble de mes voitures, splittées avec le temps. On vend. Et on se dit, tiens, bon, c'est à chaque fois que tu as des problèmes, tu te dis, ok, avant même le Covid, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou je continue? Et moi, ma réaction, c'était toujours de doubler le truc, tu vois. J'ai dit, ouais, j'ai un problème avec une caisse, du coup, si j'achète 2 voitures, ben, en fait, le bénéfice de ces 2 voitures, il me paye l'autre, tu vois. Donc je suis mieux avec 2 voitures pour payer une que j'ai plus, que de me retrouver juste avec une que j'ai à payer.
Donc c'est pour ça que les problèmes ont grossi, jusqu'au moment où le Covid m'a vraiment dit ouais là il faut que tu te calmes, tu vois, parce que tu sais plus grossir le truc. Et donc j'étais justement en train de fonder Turismo au Luxembourg. Et donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit bon ok, je vais vendre les voitures, récupérer ce qu'il y a à récupérer, parce que ça faisait déjà quelques années que je les amortissais, ou quelques mois pour certaines, plus les premiers paiements qu'on avait mis, etc. Donc il y avait moyen d'un petit peu rembourser. Et puis on a regardé quand c'était fini le compte de tout ce qui restait à payer. Et il restait pas mal d'argent à payer. Je te parle en centaines de milliers d'euros, quoi. Et le truc qui a jamais été une option, c'est de mettre la boîte en faillite. Genre ça a vraiment jamais été une option. Donc, pourquoi ? Je sais pas, parce que je trouve que c'est une preuve de lâcheté, tu vois. Les gens disent ouais mais la faillite c'est fait pour ça, mais la faillite c'est pas fait pour ça, tu vois. La faillite ça protège le gérant, et je trouve que je sais pas, j'ai un avis un peu difficile sur la faillite. C'est peut-être que pas beaucoup de gens vont apprécier, mais je trouve que mettre une boîte en faillite, ça peut être, tu pourrais dire ouais c'est accepter ton échec, mais c'est aussi te cacher derrière un système qui va juste pas te rappeler que t'as des dettes, pas te rappeler que t'as raté, et tu peux recommencer page blanche, tu vois. Alors déjà moi c'était pas spécialement possible parce que j'étais CSI, donc caution solidaire et indivisible, j'avais un peu d'immobilier, donc je pouvais aussi vendre, mais faillite c'était pas un truc que j'ai conçu, que j'ai jamais conçu dans ma tête, tu vois. Donc ça j'ai pas fait. J'ai décidé simplement d'aller au front, trouver une solution ou une autre. C'est là que j'ai acheté. Je me suis dit à ce moment-là, bon bah écoute, tout est à l'arrêt. L'automobile là c'est mort, tu vois. La location de voiture ça va être compliqué. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai regardé, je me suis dit ok, j'ai un peu d'immobilier, j'ai de l'argent caché dans l'immobilier. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai levé de la dette. La seule chose que je savais encore faire et que j'ai l'habitude de faire. Du coup, j'ai levé de la dette et j'ai monté un projet à 1,5 million sans mettre 1 euro d'effort personnel. Donc, j'ai vraiment pas mis un centime. La banque m'a financé 1,5 million d'euros et j'ai fait un projet immobilier de 6 unités où d'abord, j'ai cherché à droite à gauche des maisons, des machins, j'ai fait des offres dans tous les sens. J'ai fini par acheter un bien. Il m'a coûté 220 000 euros et j'avais prévu un budget travaux plus les frais d'enregistrement, tout le bazar. Donc j'avais emprunté 1,5 million et aujourd'hui il expertisait 1,2 million. Voilà. Et il me reste 385 000 euros de crédit, tu vois. Donc le move était bon. Dans la tempête, j'ai fait un des meilleurs moves du coup, parce que du coup j'ai 3,80, ça fait 400, ça fait 6, 7, 8, ça fait 800 000 euros qui sont là et qui dorment, tu vois. Il y a un bon revenu locatif aussi. Donc ça j'ai commencé à travailler moi-même parce que tout était à l'arrêt, donc la seule chose que je pouvais faire c'était bosser dans mon immeuble. Enfin, j'aurais pu faire d'autres choses, faire du commerce, etc. D'ailleurs j'ai regardé à ce moment-là, mais je sais pas, j'ai pas lancé, tu vois. J'ai fait immobilier, je connaissais, valeur refuge, on y va. Parce que concrètement, là tu nous parles de lever de la dette, mais t'es en Covid, t'as une entreprise qui visiblement a de la dette, comment tu fais pour continuer de lever ? C'était en personne privée, puis j'avais une maison et un appart qui étaient en location, des chiffres qui étaient bons parce que ça se reflète pas spécialement sur les chiffres, hein. Sur une année il peut se passer beaucoup de choses, donc j'avais quand même des chiffres, une boîte qui tournait, pas de faillite du coup, quand même important, donc, toujours le mindset que je te disais que j'ai gardé. Et j'ai hypothéqué simplement mes biens, ma maison, ma résidence principale et mon appart. Et la banque, en fait, fait une équation, si tu veux, et te finance pour un investissement immobilier jusqu'à, finalement, concurrence de 80% sur ta valeur patrimoniale. Et donc, moi, j'ai respecté cette dette de 80% en disant aussi que l'immeuble que je faisais allait avoir une plus-value. Alors, j'ai fait expertiser cette plus-value en disant, ouais, regardez, ça, c'est mon plan financier, c'est les travaux que je vais faire. Je pense que ça vaut autant après travaux. Et j'ai fait valider tout ça par un expert qui est agréé à la banque. Et la banque m'a suivi, tout simplement, tu vois. Et dans ce genre de cas, tu dois quand même payer par mois. Tu as quand même une dette à rembourser par mois. Est-ce que tu peux repousser ce truc-là ? Non, pas spécialement. Tu as des crédits à pallier, tu vois. Tu as des centaines de formes allez, centaines peut-être pas, ou peut-être même, en fait. En tout cas, au moins des dizaines de formes de crédits qui existent. Tu as des crédits à pallier où tu vas payer juste les intérêts pendant les travaux, tu vois. Parce que sinon, tu te remets une bonne tarte sur toi. Donc tu peux également demander des intérêts sur le temps des travaux, sur le capital de l'achat de l'immeuble. Moi, je l'ai pas fait. L'achat de l'immeuble, je l'ai commencé à payer le capital le jour 1. Et alors, un truc marrant aussi. Et du coup, je paye que les intérêts sur les 250 000 restants des travaux, tu vois. Et en fait, si tu veux, tu payes 10 balles d'intérêt au début, imaginons, puis après tu vas prendre 50 000 euros pour dépenser auprès d'un prestataire pour autre chose. Et du coup, l'enveloppe de 250 000,
200 000 qui n'étaient pas, pas encore utilisés, 50 000 utilisés. Donc les intérêts vont être calculés sur la dette que tu as déjà prise, tu vois. Et ben, mois par mois, tes intérêts vont grossir. Et à la fin, quand tu as fini ton enveloppe et que tu as utilisé 250 000, le capital va simplement se mettre en route et tu vas commencer à payer le capital là-dessus. Mais à ce moment-là, tu pouvais demander à la banque des dérogations, je sais pas, des trucs comme ça, pour mettre en parenthèse tes crédits immobiliers. Et moi, j'avais eu l'accord de le faire sur ma résidence principale. Du coup, je me suis dit, pendant 6 mois, je paye pas ma résidence principale. Le crédit de l'immeuble, il me coûte moins cher que le crédit de ma résidence principale. Donc, je suis bien. En vrai, je suis bien. Terrible. Ouais. Attends, c'est vrai. Ouais, ok, j'ai compris maintenant. Et derrière... non, mais j'ai compris maintenant, ça y est, on va faire des millions. Non, mais du coup, enfin, ouais, la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Mais du coup, concrètement, par rapport à Tourismo, alors, à quel moment que t'es en Covid, il y a une boîte derrière que tu dois encore assumer, etc. Ouais, mais qu'on assume. Vous assumez. On vend, on paie, on assume, tu vois. On fait de l'argent, on trouve des solutions, on assume. Qu'est-ce qui te pousse comme ça à te dire, bon, allez, hop, une autre? Ce qui me pousse, c'est déjà l'échec. Je déteste rater. Je vais jamais finir une partie de jeu PlayStation sur un raté. Tu vois, c'est typiquement ma mentalité, et je pense que ça veut parler à plein de gens, mais quand je rate, je pète un câble, tu vois. Donc je recommence. Et j'avais déjà recommencé 10 fois. Hein, donc là, je me dis, bon, Tourismo, je vais la monter parce que le truc est déjà fait. J'ai eu mes autorisations de commerce au Luxembourg. Je peux ouvrir une boîte, c'est cool, tu vois. Je vais pas ne pas le faire. Et donc, je commence à faire des petits moves dans Tourismo pour dire de diminuer un peu les frais de structure de cette boîte qui commençait à peine d'arriver. Mais tu sais, t'as des frais de structure inhérents à une boîte, même si elle fait 0 € de chiffre d'affaires, hein, surtout au Luxembourg, bureau, tout le bazar. Une société commerciale, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc avant, il faut faire un peu de chiffre quand même avant que ce soit plus important. Ouais. Et donc, je me dis quand même, bon, la location, je vais arrêter, tu vois, parce que en vrai, l'immobilier, j'ai très vite compris que j'allais générer entre 500 ou 800 000 € sur cet immeuble-là, et que je pouvais répliquer ça tous les ans, tous les 6 mois, et si je bougeais un peu, faire encore plus vite. Donc l'argent, je savais que c'était réglé. Le problème était plus là. Il faut pas être Einstein pour faire de l'immobilier, il faut pas être Einstein pour faire des dizaines de millions d'euros d'immobilier. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Il faut juste faire, en fait. Donc, finalement, l'automobile, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ok, je vais tout arrêter. Évidemment, les ressources que j'ai pas encore vendues, je continue à les louer parce que j'ai quand même une base client. Donc les clients venaient, je désélectionnais les nouveaux clients, je prenais que les clients que j'avais déjà. Donc j'ai continué à louer. Alors dans la location, j'ai expérimenté plein de trucs. Bon, on en parlera une autre fois. J'ai expérimenté de me franchiser, enfin, en tout cas de franchiser mes ressources. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Bref, donc j'avais déjà tout testé, tu vois. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de la question, c'est mort, c'est fini. Et puis je pars en vacances. Pendant ces vacances, je me rappelle, c'était à Dubaï d'ailleurs. Je suis en train de boire un petit cocktail. Je parle à un de mes amis de ce que je pense de la location à l'échelle européenne. Tu vois. Et là, il me dit, ouais, mais attends, mais c'est fou. C'est ça que t'as dans la tête depuis le début. Et je dis, bah ouais, mais bon, avant de parler grand, il faut réussir petit, tu vois. Donc ça sert à rien de mettre des trucs énormes sur la table si t'arrives pas à monter une structure avec plus d'1 ou 2 millions d'euros de voiture. Donc avant de parler grand, il faut réussir petit. Et ouais, mais attends, mais ton idée elle est folle et tout. Moi, je suis chaud qu'on achète une caisse ensemble. Je me dis, ouais, on va recommencer vraiment une caisse. Ouais, bon, je rentre et finalement, il me relance, il me dit, ouais, t'es chaud, on achète une caisse, tu vois. Et je dis, en vrai, une caisse, tu me remets dans le merdier pour une voiture. Je dis, bon, ouais, on va le faire en fait. Il y a peut-être encore un truc à creuser. Et donc je rachète de nouveau une voiture. Là, c'est en fin d'année 21, décembre 21, j'achète une RS6 en Allemagne. Et je refais une nouvelle image de marque, nouveau nom, c'est la nouvelle boîte, etc. Et ça marche plutôt bien. J'essaie d'être sélectif sur la clientèle. Je refuse je me dis, bon, là, je suis à l'abri parce que la voiture, on l'a payée cash. Grosse nuance. On l'a payée cash. J'ai plus de problème, plus de pression financière. La voiture, elle est là, on fait du chiffre, on fait pas de chiffre. Et on n'est pas obstiné à faire de l'argent. On est obstiné à louer à des bons clients et faire un bon service. Et du coup, on reçoit des bons clients, tu vois. Et quand on reçoit des bons clients, ça va tout de suite mieux. Donc finalement, on décide d'acheter une deuxième voiture, Mercedes AMG GTR, quelques mois plus tard. Et puis une troisième voiture, une Huracan. Et puis là j'ai RS6, AMG GTR, voiture la plus chère que j'ai jamais achetée de ma vie.
parce que j'ai acheté des occasions, machin, tu vois, même une Audi 1.8, on l'avait payé 110 000 hors TVA, là, la GTR, on l'a payé 145 000 hors TVA. Ça commence à être des vrais tickets, tu vois. Puis Lamborghini Huracan, j'ai une Lambo. J'ai jamais compris, je me disais, ouais, mais une Audi, c'est la même chose qu'une Lambo, juste moins cher, tu vois. Je dis plus jamais ça maintenant. Du coup, là, j'ai une Lambo. Et là, c'est fini. Là, je suis inarrêtable, en fait. Et je me dis, là, c'est fini, tu vois. Ça pète dans ma tête, je vais continuer. Et je continue. La personne avec qui j'avais commencé, elle avait pris plaisir à faire ça, mais elle voyait pas, elle voyait pas une expansion et vraiment commencer à consacrer toute sa vie là-dedans. Donc on est resté sur base de ces voitures qui ont été l'élément redéclencheur d'une xème tentative de révolution dans la location automobile. Et très vite, je rachète d'autres voitures tout seul. Sauf qu'à ce moment-là, j'arrive à lever de la dette. Parce que j'arrivais plus à lever de la dette. Parce qu'avant, quand je levais de la dette dans l'automobile, c'était via, tu vois. Là, je lève de la dette directement en face avec les banques. J'ai une assurance en mon nom direct qui assure la location de voiture. Donc tout est fait vraiment à la perfection. Et donc quand on lève la dette, mais là ça va directement un peu plus vite. Donc là je rachète G63, GT4, et puis ça s'enchaîne. Je repars à Dubaï, je revois d'autres copains, je leur explique qu'en fait j'ai des grosses ambitions. Et ils me disent, mais mec, moi je te suis direct. Je reviens en Belgique et au Luxembourg du coup. Et là on repart dans un mouvement qui est encore plus terrible. Et puis là on a connu 1 an et demi, 2 ans de pure folie, où on est passé d'avoir 400 000 euros de voiture à 1,8 million, à 2,5 millions, à 4,7 millions. Et ici, en cette fin d'année 23, on sera, à mon avis, entre 10 et 12 millions hors TVA de voiture. Donc là, ça a vraiment grossi très fort, mais toujours l'idée de l'abonnement de côté. Parce que tu sais pas faire un système d'abonnement avec 6 voitures. Donc à ce moment-là, tu es vraiment dans de la location court terme classique. Court terme de qualité. Okay. Classique, oui, parce que le business n'est pas révolutionné par essence même, mais de qualité, avec des photos de qualité, un site internet de qualité. Donc on essaie de faire les choses vraiment qualitativement, et même le choix des voitures a fait finalement qu'on a eu des clients de qualité. Parce qu'on avait des voitures de qualité, des voitures de dernière génération, des prix beaucoup plus élevés qu'avant. On avait des prix, on louait des A45 700 € le week-end. Là, on parle de louer des voitures à 2800. C'est un autre gap, tu vois. Donc, évidemment, d'autres clients. Et à un moment donné, on continue à acheter des voitures, on développe, on pense plus trop à l'abonnement, jusqu'au moment donné où tu m'en reparles. Et tu me dis, ouais, mec, tu te rappelles, quand on s'était vu il y a quelques années, là, j'avais un peu snobé Tourismo, j'avais pas trop compris ce que c'était. Et puis tu m'as parlé de l'abonnement, j'ai pété un câble. Et pourquoi tu le fais pas maintenant? Et en fait, tu vois, moi j'ai toujours eu une réponse à apporter à ça. Pourquoi je le fais pas maintenant? Parce que c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Le marché est pas mature, on n'est pas mature, on n'a pas ce seuil de maturité, que ce soit avec les assurances, avec nos deals, avec les voitures qu'on a, la structure qu'on a. Et bien du coup, tout ça, je pouvais plus te le dire, tu vois. Donc j'ai pas eu de raison à t'apporter, à te dire, non, mais en fait, on n'est pas mature. En fait, si, on est mature. Donc on a repris les templates d'avant et on a appliqué exactement la même chose qu'on avait pris finalement les années auparavant, en mettant toute la digitalisation qui était déjà en cours pour un petit peu révolutionner la location court terme. Et on a appliqué les deux, on a fait une synergie et on a lancé l'abonnement en fin décembre, quand on avait déjà une belle flotte de voitures. Ouais. Parce que l'exercice principal, c'est de passer de 0 à quelques millions. Ça a été vraiment le combat des 2 premières années. Avant de parler d'abonnement, il fallait d'abord comprendre la dette. La comprendre, je l'avais, mais il y a des paliers, tu vois. La comprendre, la mettre en pratique, et ça prend un peu de temps, parce que tu lèves pas des millions comme ça. Enfin, à part dans les projets de start-up et dans les levées de fonds. Là, moi, je te parle de lever de l'argent avec la banque, donc par rapport aux résultats que tu as déjà fait. Et donc, on a lancé l'abonnement, et puis, boum, plein succès. Ouais. Direct. Patate. Concrètement, McLaren, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? McLaren, eh ben, écoute, moi de base je voulais acheter une 540C parce que c'était la moins chère et probablement dans ma tête la plus rentable à l'exercice de la location, puisque le ratio prix d'achat location pouvait être plus intéressant. Et finalement on est sur le trajet pour aller au Luxembourg, et sur le trajet du Luxembourg on est à 4
des personnes qui font malheureusement plus partie de l'aventure, mais on a passé un bon moment. Et on est à 4, et sur le trajet pour aller au Luxembourg, on achète 2 voitures. Sans réflexion quelconque, on achète 2 voitures. Et une de ces 2 voitures, c'est une McLaren 600 LT Spider grise. Voilà. La caisse, elle est déjà plus produite. C'est-à-dire, c'est les derniers slots neufs qui étaient chez des revendeurs. Elle avait genre 50 km, un truc comme ça. Donc on achète cette voiture. Je regarde même pas la config. D'ailleurs, j'ai été impressionné. Je pensais que tout était en carbone à l'arrière. Quand je l'ai reçu, c'était du carbone, effectivement, parce que les pièces sont en carbone sur la 600 LT, mais c'était du carbone peint, tu vois. Donc une déception totale. Je me dis, ok, elle a des chouettes peaux, mais franchement, mettre 100 000 de plus qu'une 540C, bof, tu vois. Je la ramène, on est en pneu semi-slick, on est au fin fond de l'Allemagne, à 7-8 heures de route du Luxembourg. Il fait -1 sur l'autoroute, on roule doucement, presque 10 fois, on passe à côté de la mort plusieurs fois, si je puis dire, enfin la mort de la voiture du moins. Et à l'intérieur, tu sais, c'est ultra basique une McLaren, c'est un volant, il n'y a rien, quoi. Donc pas ouf, et je suis dubitatif sur la voiture. Et puis on rentre chez moi, les journées passent et je décide d'aller chercher un truc à manger avec ma femme en 600 LT, tu vois. Parce qu'elle a toujours adoré la 600 LT, d'ailleurs c'était la première à me dire non mais il faut que tu achètes cette voiture. Bref, assez marrant du coup, mais c'était vraiment elle qui kiffait cette voiture plus que moi. Et donc on va chercher un truc à manger. Le moteur chauffe, c'est à 10 minutes de la maison. On chope le truc, c'est un paquet de frites pour pas le citer. Il y a une petite fenêtre derrière la 600 LT. Et là, je commence à donner dans la voiture, tu vois. Je commence vraiment à accélérer. Et puis, il y a un truc, je me dis, waouh, c'est quoi? Tu vois, je vois un truc dans le rétroviseur qui interpelle mes yeux, tu vois. Je recommence. Et là, il y a des flammes qui sortent, mais un truc de psychopathe de l'échappement arrière. Et j'ai pris une claque monumentale, en fait, dès que j'ai commencé à accélérer avec cette caisse. Parce que tous les points négatifs qu'elle avait, il n'y a rien à l'intérieur, c'est rudimentaire, ils sont transformés en un claquement de doigts en positif. Tu vois, la voiture est incroyable. Et le feeling que tu as avec la dureté du volant, le freinage qui est difficile, qui est pas confortable, les baquets, la petite fenêtre à l'arrière, je savais déjà que c'était un grand kiff. Dans tous les cabriolets, moi j'adore parce que tu as vraiment une sensation beaucoup plus forte, enfin, t'as juste plus de bruit à l'intérieur de l'habitacle et ça c'est ouf. Mais là voir les flammes qui sortent des échappements juste derrière, tu fais une fusion avec la caisse, c'est un truc de psychopathe. Ouais. Tu sens LT, machine de guerre. Ok, tu nous donnes encore combien de temps là? Une question. Une question. Ouais. Ça va vous prendre 40 minutes de remballer le matériel et je vous dépose et je dois aller manger avec Aurore. Ok. Donc une question et that's it. Bon, ok, d'accord. Tu veux F-Type ou Aventador? Alors je vais choisir Rimac. Tu vas raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec Rimac. C'est la plus longue. Je commence à devenir bon client chez Lamborghini. J'achète une Lambo, 2 Lambo, 7 Lambo. Ok. Ça commence à parler sérieux et du coup je rencontre Bernard qui est la personne qui s'occupe de Bugatti et de Rimac en Belgique et au Luxembourg. Et il me parle d'une marque qui pour lui va révolutionner l'industrie des hypercars pour ce faire. Et il me dit ouais c'est un truc de fou, etc. On vient de signer un deal. Alors avant, à l'époque où je te parle, il n'est même pas encore vendeur Rimac officiel, tu vois, personne ne sait, etc. Et il me dit voilà, j'ai la possibilité d'envoyer les 2 premiers clients à l'usine Rimac pour essayer la Rimac, etc., etc. Et je pense vraiment, vu ta jeunesse d'esprit, ton jeune âge tout court, que tu peux être quelqu'un qui adhère à l'idée, tu vois, d'avoir, parce que Rimac c'est électrique, donc il faut adhérer, quoi. Et donc je pars avec un autre client à Zagreb. Donc expérience de feu parce qu'il me donne rendez-vous à l'aéroport Lux Aviation à Bruxelles. On arrive, il y a le jet privé qui a prêté pour nous. On commence la journée, on reçoit directement une bouteille de Ruinart blanc de blanc, truc de fou, tu vois. On prend le jet privé, le petit déjeuner, vraiment on point le truc. Bon, je te passe cette micro expérience qui était quand même sympathique. On arrive à Zagreb. On se fait réceptionner par un chauffeur qui nous amène à l'usine. Donc c'est en Croatie du coup. Et là,
premier tour, on rencontre l'équipe, les parties d'une équipe fondatrice de la marque, et on fait le tour d'usine, où on va comprendre qu'est-ce que Rimac, qu'est-ce qu'il y a derrière IMAT, pourquoi ils y sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font aussi, ce qu'ils font d'autres choses que produire des voitures. Il y a Rimac Technologies qui produit des composants technologiques tels que des batteries pour par exemple Aston Martin Valkyr, qui est une hypercar de chez Aston Martin, je pense que pour la Koenigsegg aussi. Donc voilà, parce qu'ils sont vraiment en avance technologique sur tout ce qui est voiture électrique et tous les composants du coup, parce qu'ils ont tout créé eux-mêmes, tu vois, ils n'ont pas racheté des licences ou autres, ils ont vraiment créé leur voiture de toutes pièces. Donc là, on va visiter l'entièreté de l'usine, comprendre les processus, qu'est-ce qui est différent par rapport à une autre usine. Mais ça passe de tout, hein, du cuir des voitures, où ils nous montrent voilà les pièces entières de cuir en disant voilà, là on peut découper votre cuir, on va prendre telle partie, on a tel coloris de cuir. Ils me montrent les machines à broder, mais ils montrent aussi la création d'une batterie, la création du circuit imprimé, de l'ossature du circuit, la totalité. Et puis on a été manger un truc un peu plus loin avec cette équipe-là, et après ça, dans l'après-midi, on a testé la voiture. Et là, tu testes la voiture. Alors, elle est très sympathique. C'est une voiture qui est magnifique. Porte-papillon. Enfin, la voiture a vraiment une gueule incroyable. Je me mets dedans. Bon, ok, make sense. Mais ça fait pas beaucoup de bruit, tu vois. Donc, c'était un peu ce que je m'attendais. C'est pas... Voilà. Et on s'éloigne un petit peu. Puis après, j'ai pris mes premières claques quand il a commencé à accélérer. Parce que la voiture a quand même 1914 chevaux. Donc, c'est... Ouais, il y a moyen d'être malade, quoi. Vraiment. Donc là, je prends mes premières claques. Et puis, très rapidement, après 5 minutes, le mec se met sur le côté. Il me dit, ouais, prends le volant, ça y est, c'est à toi. On va aller dans des belles routes. Je t'explique après. Donc, je prends le volant. Ça fait 5 minutes, 5-10 minutes que je suis dans la voiture. Ça fait 4 heures qu'on m'explique à quel point elle est rare, à quel point elle est chère. C'est 2,5 millions. Bon, je suis derrière le volant. Première fois que je suis en train de rouler avec une caisse à 2,5 millions. Première fois que je suis en train de rouler avec une caisse de 1914 chevaux. Et une des premières fois que je roule avec une voiture électrique. Et donc voilà, je commence à rouler avec la voiture, et on se dirige vers les routes de WRC. Donc il y a des routes de WRC qui sont à Zagreb, où la WRC, voilà, il y a un parcours WRC là-bas. Le seul truc, c'est qu'il y a des gravillons partout, les routes elles sont pas ouf, tu vois. Donc j'entends tous les gravillons sur la voiture, il me dit non, t'inquiète pas, il y a un XPEL total sur la voiture, tu peux y aller, c'est fait pour rouler, tu vois. Donc on roule, etc. Je commence à un petit peu accélérer, mais j'accélère comme avec une pista, tu vois. J'accélère pas comme un ouf. Enfin, que j'accélère comme avec une pista, c'est déjà plus de 700 chevaux une pista. Mais dès que je ressens plus, je me dis ok, on va se calmer, parce que je connais pas encore la caisse. Et puis on est dans première tarte que j'ai pris pour comprendre un petit peu l'intelligence de la voiture, c'est qu'on est dans un tournant, et pendant le tournant, le mec me dit vas-y, donne à fond, tu vois. Moi je le fais pas, j'accélère, mais j'accélère pas à fond. Et le tournant d'après, il me dit fais-moi confiance à 100%, accélère à fond. Et là, j'accélère à fond, et la voiture, elle dérape pas, tu vois. En fait, si tu veux, la voiture a pris sa courbe, est sortie de sa courbe parfaitement, parce qu'elle a l'équivalent, une histoire de 16 MacBook Pro d'intelligence et d'ordinateur. Elle a 4 moteurs indépendants à chacune des roues, qui vont permettre, en fait, avec toute cette intelligence, de comprendre en temps réel et immédiatement l'adhésion que la voiture va avoir par rapport à la route, et indépendamment, pneu par pneu. Et donc elle peut vraiment répartir parfaitement la puissance pour une adhérence parfaite et une glisse contrôlée. Et donc là, du coup, on ne demande pas de glisser, on demande qu'elle soit performante. Donc elle va vraiment réagir de manière intelligente. Et j'ai pris découvert de cette voiture, et je pense que pour te donner un peu une idée, quand tu accélères avec cette voiture et que tu es à 140 et que tu accélères jusqu'à 300, même entre 140 et 180, je l'ai fait plusieurs fois, et que j'ai accéléré, c'est la sensation que tu as avec pas mal de supercars de 0 à 100. Donc c'est très 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 puissant, mais le débat de l'électrique, on peut en faire un long débat, parce que moi le problème que j'ai avec ce genre de voiture, c'est que je préfère une voiture moins puissante, qui dégage plus de plaisir de conduite à basse vitesse, qu'une voiture où il faut aller accélérer avec. C'est par exemple ce que je reproche avec la Pista, c'est que c'est une caisse où il faut vraiment aller chercher la vitesse pour prendre plaisir à entendre du bruit, à entendre le moteur, etc., etc. Tu roules doucement avec la Pista, elle est inaudible, tu l'entends pas, il faut vraiment accélérer fort. Par contre, au contrario, tu roules à basse vitesse avec une Evo Spider, tu
prend un kiff de ouf. Mais elle est moins performante. Et donc là, le point négatif pour moi de la Rimac Nevera, c'est que du coup, le kiff, c'est pas du tout le même. Parce que tu peux accélérer autant que tu veux, tu n'auras toujours pas le kiff du bruit, tu vois. Et donc pour cruiser, une fois que tu cruises avec la caisse, tu oublies qu'elle a 1914 chevaux et tu oublies un peu tout, tu vois, tu es en train de juste rouler avec la voiture. Donc ça, c'est ce qui est pour moi un peu dommage. Mais en termes de performance, il faut comment dire, mettre les choses à leur place. En termes de performance, pas de kiff, la voiture explose tout, tu vois. Elle est vraiment, vraiment très, très, très performante. Mais est-ce que la performance, ça fait tout sur une voiture ? Pour certains de mes copains, ça fait même rien. Bon, moi, je dis, l'industrie automobile, elle vend la performance depuis des années et des années. Donc, c'est quand même une partie du kiff automobile. Est-ce que c'est une partie suffisante pour dépenser 2,5 millions dans une voiture qui n'a que de la performance ? Je sais pas. Alors, ils ont étudié le feeling sur la route. Donc, effectivement, ils ont été vraiment travailler le feeling au volant, le feeling au freinage, le feeling dans le ressenti de la voiture, parce que c'est toutes ces petites choses. Tu sais, c'est un peu comme tu fermes les yeux pour écouter mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu dis, ouais, quand tu oublies un sens, t'as plus un sens, les autres vont grandir. Mais là, c'est un peu la même chose dans la voiture. Tu oublies l'ouïe. Alors ils vont dire, ouais, mais t'as quand même l'ouïe de l'électrique qui est un petit peu présente, mais qui est pas bullshit. Ils ont pas voulu faire un faux bruit comme avec les Taycan ou quoi. C'est juste vraiment le bruit du système de la voiture, quoi. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'oublier ce bruit ? Est-ce que tu as vraiment envie d'oublier la symphonie d'un V10 qui crie ou les pop and bang pas les downshift de la 600 LT ou les pop and bang de l'F-Type ? Moi, je dis non. J'ai pas vraiment envie de les oublier au jour d'aujourd'hui. Ah ben. Cap de fin. Magnifique. C'était la bonne question à poser à la fin. Je suis content. J'ai essayé de la faire courte en plus.